Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons regarder la fiche de cours sur décrire un mouvement, donc au niveau seconde générale en physique-chimie. Donc, première partie, nous allons voir comment décrire un mouvement. Donc la première chose, il faut définir le système. Donc définir le système que nous allons modéliser par un point. Alors on va voir en fait que cette modélisation par un point est intéressante parce qu'elle simplifie le système, mais elle peut avoir aussi des inconvénients, notamment une perte d'information. Donc si par exemple vous avez des mouvements à l'intérieur du système, par exemple ici si on modélise l'oiseau ici, donc par un point qui est son centre, on va dire son centre d'inertie, son centre de masse ici, on voit bien qu'on va négliger le mouvement des ailes. Alors est-ce que c'est intéressant pour nous? Je ne sais pas, mais en tout cas si on modélise ça par un point, c'est plus simple, mais on perd de l'information. Au niveau de la trajectoire, donc la trajectoire c'est l'ensemble des positions successives du système selon sa nature, donc le mouvement est dit rectiligne, donc on l'a déjà vu dans les prérequis, donc si la trajectoire est une droite, circulaire, si c'est une portion de cercle, ou alors curviligne, si c'est une portion de courbe. Il faut associer donc un référentiel. Un référentiel, c'est un objet par rapport auquel le mouvement est étudié. En gros, c'est là où on va placer nos yeux, là où on va placer la caméra pour observer le mouvement et le système. Il faut aussi choisir une échelle temporelle et spatiale qui doivent être choisies de manière à être adaptées au mouvement. Typiquement, si vous faites un mouvement un mouvement de voiture entre Paris et Marseille, vous allez plutôt prendre donc une échelle de temps basée sur l'heure. Si vous étudiez la chute d'une bille dans votre classe, vous allez plutôt prendre l'échelle de temps au niveau de la seconde ou du dixième de seconde, etc., etc. Au niveau du vecteur déplacement, vous voyez qu'ici vous avez l'oiseau qui est passé d'un point M à un point M'. On définit ce qu'on appelle le vecteur déplacement MM'. Donc on part du point initial, on va au point final. Donc ça définit ce qu'on appelle le vecteur déplacement. Ce vecteur déplacement, il a une direction, c'est-à-dire la droite, MM', en prolongeant. Le sens, c'est de M vers M', on part du début, on va vers la fin. Et enfin la valeur, bien entendu, de ce vecteur, c'est la distance MM'. Dissociez bien pour un vecteur les trois composantes que sont la direction, le sens et la valeur. La valeur, on peut aussi entendre des fois le mot norme. Au niveau du système et des référentiels, l'objet dont on étudie donc le mouvement donc est bien entendu ce qu'on appelle le système, donc il faut définir une échelle spatiale, une échelle temporelle. Alors par exemple ici je vous ai mis des exemples, donc ici une échelle spatiale donc pour le mètre, par exemple pour un parcours de golf, une échelle temporelle adéquate qui serait la seconde pour obtenir cette chronophotographie. Si vous allez plus vite, alors vous aurez plus de points. Si vous faites une échelle temporelle plus petite, si vous faites une échelle temporelle plus grande, vous n'aurez pas de points. Vous n'en aurez qu'un et encore, vous aurez le début, vous n'aurez pas la fin. Au niveau de l'échelle spatiale, quand vous étudiez donc les planètes par exemple, vous êtes sur une échelle spatiale qui est l'unité astronomique et vous êtes sur une échelle temporelle qui est le mois ou l'année. Étude d'un mouvement. Lui, il doit être associé à un objet de référence appelé référentiel. Le mouvement d'un système dépend du référentiel. Et ça, c'est ce que vous avez vu, et ce que vous avez déjà vu un peu au collège. Exemple. Si on se place dans le référentiel du sol, donc ici, c'est-à-dire qu'on va aller regarder, donc on met une caméra au sol, vous regardez dans le ciel, et vos yeux sont fixes par rapport au sol terrestre. Vous allez voir que l'avion est en mouvement. Si maintenant je me place dans le référentiel du ravitailleur, ici vous avez le ravitailleur ici, et vous avez l'avion qui est ici. Donc le ravitailleur il est là pour ravitailler, donc si par contre, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'opération dans les films, mais en gros pour ravitailler un avion de chasse, vous avez un ravitailleur qui arrive ici avec de l'essence, mais pour que le tuyau aille dans le réservoir, il faut que les deux avions soient exactement à la même vitesse et la même trajectoire, sinon vous comprenez bien, la même trajectoire, la même vitesse, sinon vous comprenez bien qu'il y aura un problème. Donc ici, l'avion, si je me place dans le référentiel du ravitailleur, c'est-à-dire que je mets ma caméra ici, sur le ravitailleur, et que je regarde le mouvement de l'avion, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que l'avion est immobile. Pourquoi? Il est immobile par rapport au ravitailleur. Alors que là, l'avion était en mouvement par rapport au sol. Donc le par rapport à, c'est lié au référentiel qu'on a choisi. Donc on peut très bien regarder le même objet de deux endroits différents et ne pas du tout avoir le même mouvement. Alors ensuite on continue. Donc ici par exemple, vous avez un autre exemple. Vous avez ici donc quelqu'un qui a fait un saut en parachute et puis pour immortaliser l'instant, vous avez donc un autre sauteur en parachute qui va aller filmer.
Donc ici, vous avez des référentiels et le système. Donc le référentiel terrestre, terrestre, c'est-à-dire pour sol terrestre. Si j'étudie le parachutiste, donc le parachutiste, bon, il descend. Le caméraman, il descend aussi, a priori. Bon, il va peut-être pas descendre à la même vitesse dans l'image qui est là, parce qu'il y en a un qui a ouvert son parachute et pas l'autre. Par rapport à la caméra est sur le caméraman, par définition. Donc la caméra, si je me place dans le référentiel caméra, qui est ici, le caméraman qui supporte la caméra, et donc il y a le même mouvement que la caméra, donc lui il est immobile. Par contre, le parachutiste, vu que lui il va plus bas, ben, on a l'impression que le parachutiste il monte. Alors que dans l'absolu, par rapport au sol terrestre, il descend. Donc le mouvement d'un système dépend du référentiel choisi. Et c'est pour ça qu'en gros, quand vous faites un exercice de mécanique, il faut toujours préciser le référentiel que vous utilisez. Alors pour modéliser un système, lorsqu'un système se déplace, tous les points qui le constituent donc sont également en mouvement. Pour simplifier l'étude d'un mouvement, on réduit le système à un point particulier, un point matériel. Point matériel, c'est un point auquel on associe de la matière. La position d'un point matériel donc, est définie par ses coordonnées dans un repère d'espace, donc ça on l'a dit, gradué à l'aide d'une échelle spatiale adaptée. La trajectoire d'un système donc, est l'ensemble des positions successives occupées donc, par le point matériel modélisant le système. Ici par exemple vous avez un saut d'un skieur. Donc si vous avez une trajectoire qui est une portion de droite, vous aurez un mouvement rectiligne. Si vous avez une trajectoire qui est un cercle ou une portion de cercle, vous aurez un mouvement qui est circulaire. Si vous avez une portion de courbe, dans ce cas-là, le mouvement sera dit curviligne. Le bateau, ici. Donc lui, il est assimilé à un point matériel G, ce qui simplifie l'étude de son mouvement. Donc là, c'est pas très grave de faire ça. Pourquoi? Parce que bon, en gros, le mouvement il est plutôt, on va dire, en mouvement rectiligne avec une trajectoire qui est plutôt une droite. Donc tous les points ont plutôt du système ont plutôt donc on va dire un vecteur vitesse semblable, c'est-à-dire ils ont tous en mouvement de translation. Par contre, pour la patineuse, en assimilant donc le mouvement à celui de son centre de gravité, par exemple ici au centre, on perd l'information sur le mouvement de rotation. Effectivement, on simplifie tout par un seul point, mais ici on n'a aucune information en un point du fait que là elle est en train donc de faire 1, 2, 3, 4 ou 18 tours. Donc ça, il faut bien que vous compreniez que ça simplifie les choses de simplifier un système par un point. Mais si il y a des mouvements de rotation donc dans le système, ben, on perd énormément d'informations. Mais on simplifie le système. Enfin, le vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, le mouvement il est relatif, il dépend du référentiel, on l'a déjà dit. Donc dans un référentiel donné, l'évolution du vecteur vitesse dans le temps permet donc de décrire ce mouvement, puisqu'on peut dire s'il est accéléré, décéléré ou uniforme. On définit deux types de vecteurs vitesse. Le vecteur vitesse moyenne, V moyen, entre deux positions M et M', relativement espacées. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, la vitesse, n'oubliez pas dans votre tête que V est toujours égal à une distance sur une durée. Donc là, si vous avez ici une vitesse moyenne, vecteur, c'est forcément ici un vecteur, donc le vecteur déplacement divisé par une durée. Et la durée, c'est delta t égale tm' moins tm, c'est-à-dire donc l'instant auquel on arrive en m' moins l'instant à laquelle on était parti de m, et la différence entre les deux donne bien une durée. Ça c'est le vecteur moyen tel que, là vous l'avez vu au collège, pas tellement avec les vecteurs, vous l'avez vu au collège donc sans les vecteurs avec v égale distance parcourue sur durée du parcours. Par contre maintenant, si la durée entre les deux points m et m' devient très courte, alors bien sûr, ça dépend de l'échelle de temps que vous avez prise. Mais en gros, sur une chronophotographie, on prend des durées entre deux points qui sont relativement courtes. Dans ce cas-là, on peut assimiler donc le vecteur vitesse, donc instantané si vous voulez, il est assimilé donc au vecteur vitesse moyen. Ce qui veut dire ici que, en gros, vous aurez une succession de points M qui seront proches, donc pour un point I, et le suivant, I plus 1, vous définirez ce qu'on appelle le vecteur vitesse comme VI égale MI plus 1 sur delta t. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur vitesse, vous prendrez, si vous le prenez au point 1, 2, vous ferez M2, M3, donc vous prendrez le point de départ qui est le point associé au V, V2, donc M2, et vous prenez celui qui est juste après. Donc après le 2, c'est le 3. Donc vous prendrez M2, M3, et vous diviserez par la durée qu'il y a entre M2 et M3. Donc par exemple ici,
Si vous avez ici, regardez bien sur le schéma, ils ont mis V2, donc là ils ont V3 et là ils ont V4. Donc V2, si vous voulez calculer V2, ici, vous prendrez M2, la distance M2, le vecteur déplacement M2, M3, donc c'est entre ce point-là, M2, et ce point-là, M3. Et vous diviserez par la durée qu'il y a eu entre les deux points M2 et M3, mais vu que la durée entre M2 et M3 c'est la même que M3 et M4 sur une chronophotographie, etc., ça sera beaucoup plus simple. Pour représenter ce vecteur vitesse, le vecteur vitesse, par définition, il a une valeur qui sera donc en mètres par seconde, kilomètres par heure, ça dépend de l'unité. Mais donc il y a une direction. La direction d'un vecteur vitesse, c'est toujours tangent à la trajectoire. C'est-à-dire que vous faites une tangente à la trajectoire, et ça sera la direction. Quand vous aurez tracé cette tangente à la trajectoire au point 2, par exemple ici, vous aurez le choix entre deux sens, par là ou par là. Le sens, il faudra toujours écrire celui du mouvement. Donc là, typiquement, si vous avez des vecteurs vitesse qui sont comme ça, on voit bien qu'en gros, ils partent d'ici pour aller ici. Et enfin, la valeur, c'est celle de la vitesse en mètres par seconde. Donc, c'est-à-dire ici, VI égale MI plus 1 sur delta T, sans les vecteurs, pour les normes. Bien sûr, vous obtiendrez ici une valeur de vitesse qui sera en mètres par seconde. Si vous voulez le représenter, ce vecteur vitesse, sur du papier, en 2 dimensions, donc avec des distances, il va falloir que vous utilisiez une échelle adaptée, c'est-à-dire là, ici, ça c'est une échelle, c'est-à-dire qu'on vous dit que tant de centimètres qu'il y a là, ça représente 1 mètre par seconde. Donc si vous avez 2 mètres par seconde, bah, ça veut dire qu'il faudra prendre 2 fois cette distance-là. Si vous avez 3 mètres par seconde, il faudra prendre 3 fois cette distance-là, et puis si vous avez 3,2, bah, vous faites votre petit tableau de proportionnalité. Mais il faut choisir une échelle adaptée. Donc au niveau de ça, ces formules-là, je vous les ai juste mises ici pour que vous ayez donc les unités et la relation entre les deux de manière parallèle. Ce qu'il faut retenir, vitesse moyenne, vitesse, c'est plus ou moins la même chose, sauf que pour le vecteur vitesse, on prend des points M et M' qui sont relativement proches parce que la durée du parcours, on l'a pris très courte. Ensuite, donc, quelques rappels sur les mouvements en lien avec les vitesses. Donc si la direction de V change et que la valeur de V change, donc le mouvement il est non rectiligne si la direction de V change. Par exemple ici si la direction de V, donc là vous avez que des vecteurs vitesse, regardez bien, où la direction de ce vecteur-là, de ces vecteurs-là, ou la direction là, de tous ces vecteurs, c'est toujours la droite qui est ici horizontale. Donc la direction de V, elle ne change pas, on est dans ce cas-là. Si elle changeait, ça veut dire que le mouvement ne serait pas rectiligne. Et si la norme ou la valeur de V change, ça veut dire que le mouvement il est non uniforme. Si la direction de V change et que la valeur de V ne change pas, donc le mouvement dans ce cas-là il est non rectiligne puisque la direction de V change, et si la valeur ne change pas, donc ça veut dire que la norme elle est constante, le mouvement il est uniforme. Si la direction de V ne change pas, là c'est tous les exemples que vous avez là, dans ce cas-là, le mouvement il est rectiligne. Il est non uniforme si la valeur de V change, donc typiquement ici, dans ces deux exemples-là, regardez bien, ici vous avez donc la même direction, le même sens, tous, donc la direction droite horizontale, ils vont tous dans le même sens, celui du mouvement, c'est-à-dire ici vers la droite, et ici aussi. Par contre, ici on voit bien que, regardez bien, la norme ou la valeur de la vitesse n'est pas du tout la même. Donc le mouvement il est rectiligne, mais en gros il n'est pas uniforme, il est non uniforme. Donc là il est typiquement décéléré, et là il est aussi, alors que là il est accéléré. Le vecteur vitesse ici il diminue au niveau de la norme alors que là il augmente. Ensuite, quelques petits bilans en images. Donc ici, on vous dit que dans le référentiel, on étudie donc un cycliste. Donc on vous dit qu'on se place dans le référentiel lié à un spectateur assis au bord de la route. Typiquement vous qui regardez votre écran. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc la roue, vous voyez ici donc le centre de la roue. Donc on modélise ça par un point. Donc on vous dit ici VC1, VC2, VC3, donc c'est le centre d'une roue. Donc bah, vous allez bien voir que si vous prenez ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, vous allez obtenir ici donc un mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? La trajectoire est une droite pour les différents points C, les différentes positions successives du point C. Et donc ici vous voyez bien qu'ils apparaissent tous à intervalle de temps. Donc à intervalle de temps régulier, vous avez des distances parcourues qui sont identiques. Donc ici, le vecteur vitesse au niveau de la norme, il est constant.
il est constant en direction et en sens, donc ça veut dire que le vecteur, lui, est constant en tant qu'entité vectorielle, donc le mouvement est rectiligne uniforme. Si maintenant je prends un des points de la roue, la valve de la roue par exemple, eh bien, on voit bien ici qu'à un moment il va être ici par exemple, sauf qu'à l'autre moment la valve va être ici, forcément elle tourne, mais elle tourne dans le référentiel par rapport à nous, nos yeux, qui sont au référentiel terrestre. Il arrive un moment où la valve elle est en bas, mais une fois qu'elle est touchée quasiment le sol, elle va forcément remonter, en tournant bien entendu. Et donc là, vous avez un mouvement avec une évolution des vecteurs. Regardez bien ici les vecteurs rouges. Vous avez ici une évolution, et il y a marqué ici, qui varie au cours du temps. Et là, c'est très compliqué d'aller donner une modélisation de ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les vecteurs vitesse ici sont trompés. Ils n'ont pas la même direction. Ils n'ont pas tous la même droite d'action. Ils n'ont pas tous bon, alors le sens c'est toujours un peu celui du mouvement, mais en tout cas ils n'ont pas tous la même direction et surtout pas la même norme. Donc là, on peut juste dire que le vecteur associé à ce point-là, la valve, donc ici varie au cours du temps. Donc c'est un peu compliqué de choisir ici un seul point pour modéliser ce système. En tout cas, si on choisit la roue ou un des points de la personne qui a priori avance de la même façon que la roue, on oublierait, donc on perdrait l'information sur le mouvement de la valve. Si maintenant on se place dans le référentiel lié au caméraman sur la moto, dans ce cas-là, on pourrait voir quoi? Alors bien sûr, le caméraman essaie d'avancer à la même vitesse que le vélo. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait que le point de la roue, le point, il est immobile par rapport donc à ce point-là. En fait, ce point-là, ce système-là est immobile par rapport au caméraman. J'ai bien dit par rapport au caméraman, j'ai pas dit par rapport à la route. Oui, le vélo bouge par rapport à la route, mais là on étudie le mouvement de ce point C par rapport au caméraman. Caméraman qui bouge par rapport à la route. Mais encore, je répète, on étudie le point C par rapport au caméraman. Donc ici le point C donc serait immobile, donc le vecteur serait nul. Alors que dans ce cas-là, si on suit au cours du temps, on verrait que le mouvement de la roue, on pourrait l'étudier, regardez bien, et là on verrait une roue tourner avec une valve qui tourne, et on n'aurait pas le mouvement ici, on n'observerait pas ce mouvement-là si on se plaçait dans la caméraman, dans le référentiel du caméraman ici, qui va à la même vitesse que le vélo. Donc ici, vous avez une trajectoire donc du centre de la valve, donc qui serait donc un cercle, donc un mouvement circulaire. On voit bien ici que le vecteur vitesse ici, donc il n'a pas du tout donc la même direction. Par contre, ils ont la même norme. On voit bien qu'ici, si le vélo tourne à vitesse, roule à vitesse constante, donc la valve va tourner à vitesse constante. Et on voit bien qu'ici, la norme de ce vecteur, c'est la même que celle-là, la même que celle-là, la même que celle-là. Donc ils ont des normes constantes. Donc ça veut dire que la norme de la vitesse, j'ai bien dit la norme de la vitesse est constante. Bien sûr, le vecteur vitesse, lui, n'est pas constant, puisqu'il change en direction. Donc ici, vous avez un mouvement qui est circulaire, uniforme. Circulaire parce que la position forme un cercle, la trajectoire, et uniforme parce que la norme, j'ai bien dit la norme de la vitesse est constante. Et qu'est-ce que vous voyez aussi? Vous voyez que en fonction de là où vous regardez les objets, là on a regardé deux objets, le centre de la roue et la valve, de deux endroits différents, caméraman ou moi placé sur mon écran d'ordi qui représente quelqu'un qui est assis au sol, on voit bien qu'on a deux mouvements ici qui sont totalement différents. Donc le mouvement d'un système dépend du système qui est choisi. Je vous encourage aussi à aller voir la page 166-167 de votre manuel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.